Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Commençons avec la première information. Le gouvernement du Rwanda déclare que les problèmes d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo sont politiques et que leur solution doit reposer sur la politique. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Dr Vincent Biluta, a fait cette déclaration à la conférence des ministres des Affaires étrangères des pays membres de la francophonie, où il a catégoriquement refusé les allégations du représentant de la RDC qui rappelait que son pays, en rappelant plutôt que son pays collabore toujours avec des groupes génocidaires dont les FDLR dans le nettoyage ethnique à l'est de ce pays. Kassim Youssouf nous fait le point. Un mois vient de s'écouler depuis la résurgence des combats à l'est de la République démocratique du Congo. L'amalgame des forces armées de la RDC, des groupes de combattants dits Wazalendo et des mercenaires n'a pas empêché le M23 de les attaquer et de les déloger de leur position. Et maintenant, ce groupe contrôle les sites qu'il avait cédés à l'armée de la communauté est-africaine dans le cadre de l'application des accords de Luanda et Nairobi. Le président congolais Félix Tshisekedi a rejeté toute négociation avec le M23 qu'il qualifie de groupe terroriste. Le communiqué que ce groupe a récemment publié accuse la communauté internationale de fermer les yeux face aux crimes de guerre que le gouvernement de la RDC commet et qu'il y a actuellement plusieurs milliers de citoyens congolais qui sont dans le besoin de l'aide humanitaire. Le M23 souligne que son souci prioritaire est qu'il y ait des négociations politiques, ajoutant qu'il ne ménagera aucun effort pour protéger la population civile en détresse. À différents moments et de manière différente, le Rwanda a fermement condamné l'attitude de la RDC de lui attribuer injustement la responsabilité de tous ses problèmes personnels et lui faire porter des accusations sans fondement. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Dr Vincent Biluta, y est revenu à la conférence des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie tenue à Yaoundé, au Cameroun. Il réfutait les allégations du représentant de la République démocratique du Congo. Il a oublié de vous dire qu'il y a plus de 200 groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo, dont des groupes armés génocidaires comme le FDLR. Il y a des problèmes de gouvernance notoires qui s'expriment par la discrimination contre certaines communautés de la République démocratique du Congo et qu'à l'est, il se passe un nettoyage ethnique. Tout cela, il a oublié de vous le dire. Il a mentionné le problème de déplacés internes. Il a oublié de vous dire que le Rwanda abrite plus de 90 000 réfugiés congolais et que l'Ouganda en compte probablement un plus grand nombre. Il a oublié de vous dire que les forces armées de la République démocratique du Congo se sont associées avec les groupes armés génocidaires et les milices diverses, avec les mercenaires européens pour mener la guerre contre une partie de la population congolaise. Des analystes indiquent que le fait de la communauté internationale d'ignorer les massacres qui sont commis contre certains Congolais, particulièrement de la communauté Tutsi, renforce l'hypocrisie des pays puissants et tout devient moralement répugnant au moment où les forces onusiennes s'engagent à s'unir à l'association des FARDC et des groupes qui, normalement, devaient avoir été désarmés, comme ce fut le cas en 2013, lorsque la brigade spéciale de cette organisation a combattu contre le M23 seulement. On leur avait confié la responsabilité de combattre les groupes armés opérant à l'est de la République démocratique du Congo, dont le M23, les FDLR et tous les autres groupes. Après le départ du M23, toutes les autres parties concernant la résolution 2098 ont été ignorées. Kuzana sadaka ukasezerera abaturanyi bawe.
faire venir la SADC et remercier vos voisins avec qui vous pratiquez du commerce et avec qui vous avez les frontières communes et que vous placez vos solutions dans les mains du voisin lointain que le plus proche, c'est une autre grave erreur. Au moment où le M23 contrôle certaines zones à proximité de la ville de Goma, des messages ont afflué. Dans un entretien téléphonique le 6 novembre 2023 avec le président de la République Paul Kagame, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a fait observer qu'il est préoccupant que la sécurité à l'est de la RDC se dégrade davantage et que des solutions politiques s'avèrent être une impérative. Le président Kagame lui a fait savoir que le Rwanda soutient les efforts et la détermination des pays de la région à rétablir la paix dans ce pays. Le président de la République a en outre reçu le ministre burundais en charge de la communauté est-africaine qui lui a transmis le message de son homologue du Burundi, Évariste Ndayishimiye. Malgré cela, le M23 accuse le Burundi, qui assure actuellement la présidence de la communauté est-africaine, de violer ce que les pays de cette organisation s'étaient convenus. Selon des analystes, une telle attitude est une trahison. Ce n'est pas nouveau que le M23 dit que des citoyens sont en détresse, qu'ils font face à des problèmes et sont en train d'être massacrés et sont dépouillés de leurs biens. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'ils ont mis en évidence que c'est le pays qui préside l'EAC qui s'associe à d'autres groupes pour combattre le M23 au lieu de lui accorder ce qu'il désire depuis le début des hostilités. Les pays membres de la SADC qui se sont récemment rencontrés à Luanda, en Angola, se sont engagés à déployer une force armée à l'est de la République démocratique du Congo pour remplacer celle de l'EAC, mais la date d'exécution de cette résolution n'a pas été annoncée. Des observateurs avisés indiquent qu'il s'agit là d'un subterfuge de la part du président Tshisekedi et son gouvernement pour s'aimer la zizanie entre ces deux organisations régionales. Ils convergent tous sur le fait que l'histoire ne peut jamais se répéter. Je ne pense pas que le but du M23 est de prendre Goma, mais peut-être faute de mieux, parce qu'on ne lui accorde aucune considération, et peut-être que le M23 sera pris en compte s'il prend là où ça fait mal. Il ne peut pas prendre une réserve comme nous l'avons déjà dit. Lorsque quelqu'un vous fait du tort le premier jour, la faute lui incombe, mais s'il le répète, comme ça a été le cas, la faute vous revient. De toutes les façons, toute personne qui vous combat selon le droit international régissant la guerre est un cible légitime et ils le savent bien qu'ils sont un cible légitime. Alors, tendre le cou pour qu'il soit coupé, comme ce fut le cas en 2013, je ne pense pas que cela soit possible en 2023. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Dr Vincent Biruta, indique à ce propos que les problèmes de la RDC sont politiques et que leur solution doit être dans le même ordre d'idées. Avant même la résurgence de ce groupe armé, le M23, le gouvernement de la République démocratique du Congo avait décrété un état de siège dans la province du Nord Kivu et d'Ituri. Ça, c'était en mai 2021. Ça veut dire que ces problèmes existaient bel et bien avant la résurgence du groupe armée qu'il a cité. Tout cela, c'est de la diversion. Le problème est politique, c'est un problème interne et le gouvernement de la République démocratique du Congo devrait prendre le courage d'accepter la solution politique qui est proposée par les différents mécanismes régionaux et l'Union africaine. La question de la République démocratique du Congo est une question de gouvernance, c'est une question politique. Une solution politique s'impose et continuer à accuser le Rwanda de tout ce qui ne va pas à la République démocratique du Congo ne va certainement pas apporter une solution à ces problèmes. Je vous remercie.
Des observateurs avisés affirment que les plans de Tshisekedi et ses acolytes de ternir l'image du Rwanda est un échec et que ce qui se passe au champ de bataille va lui prouver le contraire au moment où ce pays se prépare aux élections générales. Merci Kassim. Et pour décrypter cette déclaration du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale à la conférence des ministres des Affaires étrangères des pays membres de la francophonie, donc, nous accueillons notre confrère Edi Sabiti qui suit de près l'évolution de la situation d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Bienvenue. Le ministre Biluta a insisté sur le fait que les problèmes de l'Est de la RDC va avec la politique interne de ce pays. Que faut-il comprendre par là? C'est clair qu'aujourd'hui, la question elle est beaucoup plus... et elle devrait être comprise comme cela. Nous sommes en face d'une situation qui ne date pas d'aujourd'hui, encore moins d'hier. C'est une situation qui date depuis plusieurs années. Déjà, nous sommes dans une région où pilule une centaine des groupes armés. Le ministre Biluta l'a rappelé, lui il parle même de plus de 200 groupes armés qui sont répertoriés, identifiés, et même on a une cartographie bien définie qui précise bien où se trouvent ces groupes armés, et ce sont des informations que la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo, possède et qu'elle connaît très bien. Aujourd'hui, il s'agit du M23 ou ARC M23. C'est un mouvement congolais né au Congo avec des causes congolaises parce que leur cahier des charges, leur desiderata, c'est clairement une situation qui concerne les Congolais. C'est là que se trouve la question. C'est donc un contexte congolais et qui malheureusement aujourd'hui, pour faire diversion, on essaye d'exporter le problème et trouver des boucs émissaires ailleurs. Pourtant, on est en face d'un mouvement armé, structuré, composé des Congolais avec tout le haut commandement qui appartient et même figure sur la liste des hauts gradés des FARDC, certains qui sont plutôt du côté M23 aujourd'hui. Hier encore, ils étaient membres à part entière des FARDC. C'est connu, c'est un mouvement composé des gens qui ont passé 14 mois à Kinshasa en train de discuter, de dialoguer avec les officiels du gouvernement congolais. C'est dans ce contexte qu'on est aujourd'hui. C'est pour recadrer les gens et surtout mettre les choses dans leur contexte actuel et leur vrai contexte. C'est-à-dire aujourd'hui, si une solution doit être trouvée, c'est d'abord une solution entre Congolais, c'est-à-dire entre le M23 et le gouvernement congolais. Absolument. Et la région s'est un peu impliquée puisqu'il y a eu des forces de maintien de paix provenant de la communauté des États d'Afrique de l'Est, l'EAC, qui a été déployée. Et pourtant, des affrontements continuent, faisant des milliers de morts, comme on l'entendait. Est-ce qu'on peut parler déjà d'un échec de cette mission ou y a-t-il encore de l'espoir? Moi, je pense que c'est oui et non, parce que la mission qui leur a été confiée dans l'esprit et la lettre de Luanda, où les chefs d'État et de gouvernement au niveau de l'EAC se sont convenus avec un protocole bien défini à pouvoir faire avancer un agenda dont tout le monde était d'accord avec. Mais malheureusement, on a eu à le voir à plusieurs reprises, c'est qu'à chaque fois que les responsables politiques, les chefs d'État et de gouvernement se réunissaient à Luanda, ou à Bujumbura même, toujours dans le cadre, dans ce même cadre,
à Kinshasa, une fois que les autorités congolaises, notamment le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, ou encore Patrick Mouyaya, qui est le président, qui est le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, et même le président Tshisekedi lui-même, chez eux, c'était un autre son de cloche. Ils disaient tout à fait le contraire de ce qui a été dit à Luanda. Et ça, ils avançaient un agenda par rapport déjà aux enjeux nationaux. Nous sommes pas oublier, pas mettre ça de côté. Nous sommes dans une période préélectorale où, d'une manière ou d'une autre, le président Tshisekedi et sa cour ont besoin de rallier le plus de gens derrière eux. Alors, il va falloir trouver un narratif pour faire avancer leur agenda. Alors, sur terrain, les forces de l'EAC ont eu des difficultés déjà sur le plan opérationnel parce que d'un côté, on a dans ce protocole de Luanda, on parle d'une zone tampon. Pourtant, à Kinshasa, le ministre Lutundula dit qu'il n'a jamais de zone tampon. Pourtant, quand vous arrivez, ces forces étaient censées être entre les M23, les forces du M23 et les forces gouvernementales. Et aujourd'hui, malheureusement, on a vu que le gouvernement de Kinshasa a trouvé d'autres astuces, par exemple de mettre ceux-là qu'on appelait soi-disant Wazalendo, des patriotes, entre guillemets, que ce sont eux qui font la guerre ou qui résistent au M23. Pourtant, ces Wazalendo, c'est un cocktail. C'est un cocktail et des FARDC et des FDLR et des Maïmaï et d'autres groupes négatifs déjà qui appartiennent à ces 200 groupes qui ont été cités par le ministre Biruta. Alors ça, déjà, ça met en difficulté les forces de l'EAC à pouvoir dissocier, à savoir est-ce que ce sont les FARDC, mais pourtant on les voit dans les uniformes et ils sont armés par les FARDC. Et à côté de ça, ils sont appuyés par des mercenaires venus de l'Europe de l'Est. Tout ça, maintenant, ça met en difficulté les forces de l'EAC, c'est-à-dire on est en face des responsables politiques qui disent une chose et son contraire à la fois. Alors, ça n'a pas été facile. On a eu d'abord le commandant kenyan qui était là avant, dont les actions ont été malheureusement caractérisées par des embûches sémées par le gouvernement de Kinshasa. Cette force a eu des difficultés. Aussi, on a eu à mettre dos à dos les forces de l'EAC. On a une partie des éléments qui aujourd'hui, on les retrouve à côté des FARDC. Pourtant, ils sont censés être... tu ne peux pas être au milieu. Tu ne peux pas être juge et parti en même temps. C'est ça la difficulté aujourd'hui que connaît les forces de l'EAC. Moi, je pense que aussi une force dont les gouvernements congolais semblent pousser à la porte de sortie, ce qui rend vraiment difficile et leur mission et leur dévouement. C'est une force qui est venue comme force d'interposition, mais à Kinshasa, le gouvernement dit que c'est une force avec un mandat offensif. Pourtant, cette force n'est jamais venue pour prendre part au combat. Oui, sans vous couper, parce que voilà, on doit continuer aussi avec la grande édition. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre intervention, pour encore nous permettre d'encore mieux comprendre cette situation donc à l'est de la RDC. Et comme vous l'avez entendu, donc le gouvernement du Rwanda a insisté que le problème sera résolu à travers une politique interne. Oui, merci beaucoup. La grande édition continue. Les pays membres. Oui, alors aujourd'hui marque la journée africaine de la presse. Dans le cadre de cette célébration se tient un événement de remise de prix aux journalistes et œuvres journalistiques qui se sont distingués ces 12 derniers mois. C'est une initiative organisée par l'Office rwandais de la gouvernance, RGB en sigle, et en anglais, plusieurs personnes des secteurs liés à l'information se sont rencontrées au camp Kigali. C'est la grande édition qui continue. Aujourd'hui marque donc la journée africaine
de la presse. Et l'invitée de cette grande édition, c'est Inès Ghislaine Ninaoumounou, une journaliste, animatrice et productrice radio rwandaise. Avec plus de 10 ans de carrière, Inès se fait connaître tout d'abord dans la presse locale à la radio Issa Angostar avant de rejoindre KFM, Pax Media et depuis quelques années, elle est sur les ondes de KT Radio. Inès, merci de prendre part à cette grande édition. Merci. Oui. Alors, le 7 novembre marque la journée africaine de la presse. En vos plus de 10 ans de carrière, que pensez-vous du niveau de la presse africaine en général et rwandaise en particulier? Je dirais qu'avec le développement du monde au niveau technologie, je dirais que ça a fait sortir le journalisme ou les journalistes africains de pouvoir montrer ce qu'ils font parce que comparé à 10 ans, tu peux dire quand il n'y avait que des print media, tu pouvais te demander s'il y a des journalistes en Afrique. Mais aujourd'hui, tu lis des articles partout. Maintenant, on voit des médias internationaux qui se réfèrent aux articles écrits par des journalistes africains. Donc, aujourd'hui, avec la technologie, ça fait sortir, je dirais, les journalistes africains, rwandais aussi, de leur cachette. Et aussi, ça permet d'accéder aux différentes plateformes avec d'autres journalistes internationaux. Et là, on partage des expériences professionnelles et ça corrige aussi certaines erreurs que faisaient certains journalistes africains. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est mieux, ça va. Et justement, en parlant de cette ouverture au monde, grâce à l'Internet notamment, c'est aussi l'ascension des médias en ligne. Comment les professionnels de la presse devraient prendre avantage de ces plateformes sans tomber toutefois dans le sensationnalisme? Je dirais qu'il y a le côté positif, mais aussi il faut faire attention. Avec les social media, c'est une source d'information rapide. Maintenant, tout est connu sur les social media. Tout de suite, tu sais ce qui se passe en Israël, en Ukraine, alors que tu es à Kigali. Donc ça, c'est une source d'information rapide, avec aussi tout le monde qui peut poster ce qui se passe dans leur quartier, et le journaliste voit ça. L'attention qu'il faut faire, c'est qu'il faut toujours vérifier si cette information est bonne pour pouvoir informer, donc le faire professionnellement. Parce que tu peux pas. Un journaliste doit d'abord voir si c'est vrai avant de publier, avant de raconter ça à la radio ou à la télévision. Il faut faire attention. Les social media, ça nous donne, c'est une source d'information rapide, mais aussi il faut faire attention parce qu'un journaliste est toujours journaliste, que tu sois sur ton social media. Si quelqu'un te voit, il te voit en image de journaliste. Il faut toujours essayer d'être professionnel, même sur des social media, si tu es journaliste. Oui. Alors, vous êtes une femme de médias. Quelle place occupe ou devrait occuper ou doivent occuper la femme, justement, les femmes dans ce domaine? Il y a l'histoire qui nous poursuit partout. L'histoire d'une femme africaine qui devrait rester à la maison, s'occuper des enfants. Donc, ce qu'on fait, c'était pas à nous dans des années passées. Donc, il faut que les femmes, d'abord, les femmes se réveillent et se disent, nous aussi, on est capable de faire quelque chose. Le journalisme aussi. Mais aussi, il faut donner la chance à ces femmes parce que pour eux, c'est un peu nouveau, même si ce n'est pas très nouveau, mais c'est nouveau. Il faut donner la chance aux femmes. Il ne faut pas toujours les enfermer dans des fois dans des métiers, disons, compensés des éditeurs. Non, je dis des éditeurs, dans des meetings des éditeurs. Oui.
il y a des fois, on ne donne pas la chance aux femmes de faire, par exemple, une analyse ou un article qu'on dit que c'est dur, que ce n'est pas pour des femmes. Je dis, il faut donner la chance aux femmes pour qu'elles aussi montrent qu'elles peuvent faire ça. Parce que tu ne peux pas dire qu'une personne ne peut pas faire une chose alors qu'elle n'a même pas essayé. Donc, il faut que les femmes se réveillent elles-mêmes, mais aussi il faut donner la chance aux femmes. Plus d'opportunités. Et bien sûr, on va finir très rapidement cette grande édition sur cette question, puisque c'est la journée africaine dédiée à la presse. Quels seraient les indicateurs qui vont nous montrer que cette presse africaine, rwandaise, a atteint le développement? Ah oui, je dirais qu'au Rwanda, on est déjà loin parce qu'on a des outils nécessaires pour être professionnel. Déjà, on a les lois, la loi, le AT, Access to Information Law. Ça, c'est bien. On a le RIMC, l'autorégulation des journalistes. Là, je dirais que c'est une chambre des journalistes, là où on se donne des conseils professionnellement, on se corrige des erreurs. Là, c'est bien. Aussi, bientôt, ça va sortir de Media Policy, Rwanda Media Policy, ce qui va guider, nous montrer comment être professionnel dans le métier. Je dirais qu'aujourd'hui, on n'a pas d'excuse pour ne pas être professionnel. Pas être professionnel. Merci beaucoup Inès Ghislaine Inaounou, oui, journaliste. C'était elle, notre invitée de cette grande édition. Et justement, nous arrivons à la fin de cette grande édition. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.